What's up guys, bienvenue au podcast Castleman. Merci d'être avec moi pour une deuxième saison. Je m'appelle Stéphane, je suis courtier immobilier en Outaouais et cet épisode est une présentation de mon équipe, l'équipe Castleman chez Remax. Nos 3 mots d'ordre dans l'équipe, c'est la simplicité, l'authenticité et l'efficacité, puis on s'efforce de mettre ça de l'avant dans chacune de nos transactions. Donc pour tous vos projets immobiliers, que ce soit l'achat, la vente, l'investissement, du côté résidentiel ou commercial, contactez-nous. Je suis fier aussi de vous dire que cet épisode est commandité par mes boys de chez Subaru Outaouais. La réputation de la traction intégrale de Subaru est plus à faire. Et si vous voulez un service vraiment à sa coche, c'est au 965 boulevard Saint-Joseph que ça se passe. Pour les gens qui écoutent sur YouTube, si vous voulez m'aider et m'encourager, je vous invite à vous abonner à ma page. N'hésitez pas à liker, commenter, puis surtout à partager l'épisode avec un maximum de personnes. Donc sur ce, merci beaucoup pour votre écoute et puis bon épisode. Rock Guindon, comment ça va, man? Ça va super bien, toi? Yes, le frère à mon collègue Ben, je suis content de te rencontrer pour la première fois. Oui, exactement. Merci d'avoir accepté l'invitation au podcast. Ça fait plaisir. Fait que, Rock, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es propriétaire de l'école de karaté du Dojo, on dit, hein? Dojo La Roche Karaté. Dojo. Puis athlète de haut niveau, là. Je sais que tu as une grosse carrière aussi comme... comment qu'on dit quelqu'un qui fait du karaté? C'est-tu un karatéka, un athlète karaté? On peut utiliser plusieurs termes en tant que tel. En théorie, on va dire karatéka, parce que dans le fond, vu qu'on fait du karaté, mais c'est le joueur de karaté, si on veut, ou la personne qui fait du karaté. Quand tu fais de la compétition, mais là, on va utiliser un peu plus le mot athlète. Okay. Donc, j'ai été athlète haut niveau pendant tout près d'une 20aine d'années. Pris ma retraite. Il y en a qui vont écouter le podcast qui vont dire « Ouais, plusieurs retraites. » Mais en tout cas, j'ai pris une retraite officielle en 2012. Après ça, j'ai fait 2 comebacks sur l'équipe du Québec puis sur l'équipe nationale. Puis officiellement, depuis la pandémie, là, j'ai complètement arrêté la compétition. OK. Fait que là, tu es sensei, donc tu coaches. Ouais, OK. Exact. Mais en fait, oui, sensei, propriétaire, dans le fond, on dit directeur de dojo. OK. J'ai le dojo Larouche Karaté depuis 2018. OK. Puis avant, ça appartenait à mon coach, Claude Larouche, que lui, dans le fond, avait le dojo depuis 1979. Fait qu'il y a eu une longue carrière, là, il y a eu un long moment où est-ce que le dojo roulait avec lui. Il est encore super actif. Il fait du karaté régulièrement, là, chaque midi. Okay. Puis c'est lui qui s'occupe, mettons, de tout ce qui est fédération provinciale, nationale au niveau de notre style qui est le Shitoryu. Puis, ça, c'est le style de karaté? Oui. OK. Ouais. Là, faut que tu démystifies un peu. Moi, j'ai tout le temps comme aimé regarder les arts martiaux, mais je ne suis pas super connaisseur. Je pense que j'ai pris un cours de karaté quand j'étais bien jeune. Là, j'avais de l'énergie à dépenser. Ça, mes parents m'ont dit. C'est une des premières choses que je dis aux gens. Le karaté, c'est probablement un des sports le plus pratiqué au monde ou un des sports où les personnes ont essayé le plus au monde. OK. T'sais, pour faire un sondage, là, puis n'importe qui peut faire l'essai, c'est sûr que tu connais une personne ou que toi-même as déjà fait du karaté. Que ce soit à court terme ou moyen, long terme. Là, là. Fait que, il y a ça, il y a la gymnastique, il y a le patin, mettons, des choses qui sont super... le soccer, des choses comme ça qui sont super récurrentes. Mais le karaté, c'est un des sports les plus essayés ou les plus pratiqués ou les parents qui vont faire genre « Hey, ça serait le fun de mettre mon enfant là-dedans. » Ouais, c'est ça. Moi, j'étais un peu hyperactif. Là, ils m'ont dit quand tu vas... C'est ça. Faut que tu ailles brûler de l'énergie un peu. Ouais, le sensei, c'est lui qui va s'occuper de toi. Ouais, c'est ça. C'est lui qui va te faire la discipline. Mais tu sais, dans le fond, le karaté, à la base, c'est un art martial. Fait que tu sais, il y a plusieurs arts martiaux qui existent. Puis, en termes d'arts martiaux, ce qu'on veut dire, c'est que dans le fond, sport de combat aussi. Okay. Fait que si on veut démystifier un peu tout ça, c'est qu'il y a plusieurs sports de combat qui existent, il y a plusieurs arts martiaux qui existent. Le karaté, c'est un des plus anciens, c'est un des plus populaires, qui vient, dans le fond, originalement de la Chine, qui a été exporté sur l'île d'Okinawa au Japon, puis ensuite dans les universités japonaises, puis après ça, au niveau mondial, là, c'est comme ça que ça a été fait. Puis les styles, en fait, à la base, c'est où ça a été pratiqué dans les différentes villes. Fait qu'il y a eu, si on veut, comment on pourrait dire ça, des branches du karaté qui ont été, qui se sont séparées ou qui ont été, mais tout est interrelié. T'sais, dans plusieurs styles, on a soit les mêmes katas, donc des formes d'entraînement qu'on va avoir avec des techniques de base, des choses comme ça. Le combat en tant que tel, qui est le kumite, qui se ressemble beaucoup d'un style à l'autre.
Fait que, tu sais, il y a beaucoup de ressemblances. Les gens pensent souvent, les styles, ça se ressemble pas. Il y a beaucoup de différences, mais il y a énormément de ressemblances. C'est du karaté à la base. C'est ça, mais là, tu parles au niveau du karaté, mais là, Ouais. il y a beaucoup d'autres arts martiaux. Il va y avoir le judo, jiu-jitsu, kung fu. Qu'est-ce qui différencie le karaté des autres? Mais le karaté, en fait, c'est que tu as beaucoup d'éléments qui peuvent regrouper aussi les autres arts martiaux. Si on prend le judo, par exemple, qui est super populaire au Japon, en fait, c'est un de leurs sports nationaux. Eux autres, ça va être beaucoup de clés, de projections. Un peu comme, on pourrait qualifier ça un peu comme la lutte japonaise, si on veut. Là. Okay. Fait qu'il n'y a pas de frappe de main ou de pied en tant que tel. Le karaté, c'est ce qui se différencie un petit peu, c'est qu'il va y avoir des techniques de frappe avec les mains libres, donc pas d'armes. Donc, ça peut être les mains ouvertes, les mains fermées avec les poings. Ça peut être avec les pieds. Mais on va retrouver aussi des éléments de projection au sol, des éléments de clés ou de choses comme ça en rapproché à travers les applications des différents katas, des choses comme ça. Là, ça a l'air super niché, ce que je dis. Mais en fait, c'est tout ça pour dire que quand on s'entraîne, on s'entraîne dans les différentes sphères. Fait que puis tu as, mettons, des sports comme un peu plus comme le taekwondo qui est aux Olympiques, qui va se faire beaucoup avec les jambes, par exemple. Mais puis ça vient de la Corée. Fait que tu sais, c'est un peu comme du régionalisme. Tu vas avoir des arts martiaux qui se sont développés un peu partout. Puis qui ont leurs propres règles, leur propre style, si on veut. OK. Ouais. T'as-tu. Parce que j'ai envie que tu me contes un petit peu là, justement ta carrière. Tu as été aux championnats mondiaux karaté? Oui, 2012. OK. Ouais. Fait que si tu me fais un petit recap, mettons, là, as-tu pratiqué d'autres arts martiaux? Non. D'autres arts martiaux avant? Je vais dire, c'est-tu arts martiaux avant? Puis ça a été quoi un petit peu ton parcours avant qu'on rentre là, dans justement le côté entrepreneuriat maintenant, depuis 4 ans que tu es propriétaire? Mais dans le fond, j'ai un parcours un peu normal en termes de ma jeune carrière de karatéka jusqu'à un peu ce que j'ai fait comme de haut niveau, si on veut. Là. Fait que moi, c'était en première année, mes parents m'ont inscrit à un dojo à Gatineau parce que je me battais à l'école, parce que je me battais. J'étais en première année, fait qu'on se battait pas nécessairement, c'était du tiraillage plus que d'autres choses. Là. Mais j'étais quelqu'un qui était super énergique. Fait que, mes parents étaient comme « OK, il a besoin de bouger, on va l'inscrire au karaté ». Ce qui est arrivé à ce moment-là, mon père a décidé de commencer avec moi, dans le fond, le karaté, parce que je voulais pas aller au cours. J'étais sur le bord, puis souvent, on est timide. Fait que j'étais sur le bord de la ligne, là, puis je voulais pas y aller. Fait que il m'a pris par la main, là, puis ça a l'air super cliché, là, mais comme il est venu avec moi, puis comme on a commencé. Puis tu vois, on n'a jamais arrêté depuis, il en fait encore. Puis il m'aide beaucoup au dojo, tout ça. Fait que ça a commencé comme ça, puis c'était super récréatif, là, 2 fois par semaine, pendant une couple d'années. Puis vers l'âge de 10-11 ans, j'ai commencé à faire de la compétition. Et j'étais vraiment pas bon. Je perdais tout le temps. Mais en fait, tu sais, que ce soit au niveau des combats ou même des katas, qui est dans le fond des formes techniques qu'on démontre à tout le monde. Ça, c'est sûr, il faut t'apprendre. Tu as comme 30 mouvements, des enchaînements. Exactement. Il faut que tu t'en souviennes par cœur. Il faut que tu démontres, dans le fond, cet enchaînement-là avec différents critères comme force, vitesse, intensité et tout ça. Okay. Puis le combat, ben là, c'est 2 par 2, puis il y a un système de pointage, mais en grosso modo, ça dure un certain temps. Puis celui qui a le plus de points à la fin gagne le match, mettons. Ouais, c'est plus technique, là, c'est pas des KO là, comme dans. Non, c'est contrôlé. Ouais. Puis ça ressemble, ceux qui connaissent un peu le point fighting, soit en kickboxing ou en karaté open, ça ressemble à ça avec des différences au niveau des règlements. Fait que tout ça pour dire que dans le fond, jusqu'à l'âge d'à peu près 12-13 ans, 14 ans, j'ai eu une carrière vraiment médiocre. Là, genre, c'était défaite par-dessus défaite. Mais je continuais d'y aller parce qu'on dirait que ça me motivait de juste m'entraîner puis d'essayer, dans le fond, d'aller chercher la médaille ou quelque chose. Puis c'est à l'âge de 15 ans que j'ai fait, dans le fond, mon premier championnat canadien parce que j'avais remporté au niveau du Québec 2e place. Puis à mon premier championnat canadien, en 2002, j'ai remporté champion canadien cette année-là. J'ai fait partie de l'équipe nationale. Ça n'a jamais arrêté depuis, ça a duré 20 ans. Vous êtes comme le underdog là, cette année. Oui, exact. Ben, j'étais le underdog, en fait. Ils ne s'attendaient pas du tout à ce que je performe à ce point-là. Puis par après, ben, on dirait que ça m'a donné confiance. Puis de fois en fois, de niveau en niveau, j'augmentais. Puis c'est juste à partir de, je dirais, l'âge, mettons, de 22. Ça a l'air 15 ans à 22, là, il y a comme un gros gap. Mais c'est à partir de l'âge de 22 que j'ai décidé de faire ça plus sérieusement jusqu'à l'âge d'à peu près 29 ans.
Fait que, OK, quand même. Parce qu'habituellement, là, c'est plus genre à l'adolescence des sports où est-ce que, tu sais, mettons, moi, je pense au soccer, là. Ouais. C'était à 13-14 ans là, que tu avais comme ceux qui voulaient continuer puis être à un plus haut niveau, puis ceux qui étaient plus récréatifs. Fait que c'est arrivé comme plus sur le, sur le tard. En fait, le haut niveau en tant que tel, c'est que tu as plusieurs niveaux. Tu sais, tu as 12-13 ans qui est minime. Après ça, tu as 14-15 ans, cadet, 16-17 ans. Fait que, comme dans plusieurs sports, tu as des. Tu sais, au soccer, tu as des U13, des U14. C'est un peu le même principe. La seule chose, c'est que. Pourquoi je dis que ça a pris. Comme c'était à 22 ans, j'ai décidé de faire ça plus intense, si on veut. C'est qu'avant ça, je me concentrais sur mon entraînement. Mais tu sais, tu fais les choses adolescent, on dirait que tu fais les choses un peu parce que tu es fait. Je sais pas comment l'expliquer, là, mais c'est. Tu te poses pas trop de questions. Non, t'aimes ça, tu as du plaisir, mais tu sais pas à cet âge-là ce que ça prend pour gagner. Tu n'as aucune idée, malgré le fait que tu performes bien, tu n'as aucune idée de toute l'ampleur. Puis, à ce moment-là, au niveau du coaching, les coachs que j'avais ou comme les sensei, ils faisaient de leur mieux, mais c'était pas autant professionnel qu'aujourd'hui ou c'était pas autant, comment je peux dire ça, encadré qu'aujourd'hui. Puis à l'âge de 22 ans, j'étais rendu un adulte, je prenais les choses par moi-même. C'est là que j'ai décidé, OK, là, qu'est-ce que ça me prend? Ça me prend un entraînement physique, développement physique, ça me prend, mettons, au niveau nutritionnel, ça me prend. Fait que j'ai mis tout ça ensemble, puis j'ai été un 5 ans que j'ai performé. Puis c'est dans ces 5 ans-là que j'ai eu ma deuxième place au championnat du monde en 2013. Okay. Puis, fait que c'est ça. Fait que dans le fond, ça résume un peu ma carrière sportive. J'ai fait 20 ans sur l'équipe du Québec, une quinzaine d'années sur l'équipe nationale. Je me suis promené partout dans le monde. Puis, avec beaucoup de dettes, parce que c'est un sport amateur. Mais souvent, on me demande es-tu content de l'avoir fait ou est-ce que c'est le fait que tu as eu genre 50 000 $ de dette à cause de ta compétition, tu le referais-tu? Puis la réponse, c'est oui. Ben oui. Assurément. Parce que c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis la personne que je suis, puis toute l'expérience que j'ai acquis. Puis là, c'est sûr qu'avec le dojo, le karaté m'a amené vers ça. Mais même si ça m'avait amené ailleurs, ben, une des premières questions en entrevue quand sur ton CV, ils te posent des questions sur le fait que tu as été athlète, tu as fait du karaté, des choses comme ça. Ben, tu as beaucoup de ressemblances entre l'athlète et l'entrepreneuriat. Ouais, je veux dire, des choses que tu as pu appliquer comme athlète, que maintenant tu peux appliquer dans ta business, je suis sûr qu'ils t'aident. Ça serait quoi, tu dirais, l'affaire que tu as appris comme dans ta carrière d'athlète qui te sert le plus aujourd'hui dans ta business? La résilience. La résilience? En fait, toutes sortes de choses. Mais le fait que quand tu as une embûche ou quelconque difficulté, que ce soit au niveau, mettons, de ta business même ou au niveau du service à la clientèle ou trouver la solution pour aider ton athlète à aller plus loin, c'est tout le temps de prendre un pas de recul, te questionner, pas nécessairement te remettre en question, mais te questionner, puis après ça, de chercher la solution. Ça, c'est important de faire la différence justement entre se questionner puis se remettre en question, c'est deux choses. T'sais, si tu as confiance en toi, tu te remets pas en question, mais est-ce que je peux améliorer ça? Est-ce que tout le temps questionner dans le but de s'améliorer et non de se taper sa tête? Là, mais l'affaire, c'est parce que l'erreur, il faut que tu te la permettes. Puis l'erreur, on dit l'erreur est humaine, mais il faut que tu apprennes de ça. Puis pour moi, la résilience, c'est quelque chose de super fondamental par rapport à ça. Fait que c'est pour ça que je dis c'est mieux que tu te dois de te questionner. Mais quand tu te remets en question, là, c'est comme en passant, c'est un peu le même principe, c'est juste en psychologie, c'est vraiment inversé. C'est le fait de le faire de façon positive. Puis, en tant qu'athlète, tu n'as pas le choix parce que quand tu subis une défaite, ben c'est dur sur toi. Là. Fait que tu te remets en question, justement. Mais tu vas-tu dire est-ce que je suis dans. Tu sais, mettons, tu as un échec ou pas un échec, un apprentissage, mettons, en business aujourd'hui, une situation, un défi, tu vas pas dire je suis peut-être pas dans la bonne business. Non. Dire, est-ce que je fais ça correctement? Comment je peux améliorer ça? Exactement. T'sais, comme athlète, tu t'es-tu déjà dit c'est peut-être pas mon sport. Ben peut-être quand tu gagnais pas au début, là, avant que tu aies à 12, 13, 14 ans. Mais... En fait, c'est simple. C'est quand je perdais, j'apprenais. J'apprenais à quoi? Ben, j'apprenais à perdre. Puis tu sais, il faut que tu apprennes à perdre dans la vie pour apprendre à gagner. Si tu as du succès dès le départ, c'est bien beau. Mais souvent, ce que je dis à mon athlète, mettons qu'il a 12 ans ou 13 ans, qui gagne champion panaméricain,
ou 3e panaméricain, ce qui est arrivé. Après ça, c'est de dire, OK, mais là, où tu t'en vas après? T'sais, dans le fond, tu es déjà au sommet. Tu ne peux que descendre. Fait que là, la pression est là. Fait que je pense qu'il faut savoir que dans tout, il y a un processus. Fait que quand tu perds, ou quand tu as des échecs ou des apprentissages, ben c'est pour mieux te remonter après ou pour te donner des outils, si on veut. Genre. Fait que c'est peut-être la partie que je retiens le plus de ma carrière d'athlète. Parce que souvent, les gros titres, Rock a gagné à telle place ou telle médaille, tel championnat, tout ça. Ouais, mais si j'ai gagné médaille de bronze, c'est parce que j'ai perdu 2 matchs avant. Ouais. Fait que j'ai gagné, mais j'ai aussi perdu. Puis le fait d'avoir perdu ou de perdre ces matchs-là, ben c'est les matchs que je retiens le plus parce que c'est ceux-là qui me permettent de grandir plus, si on veut. Ouais. Fait que c'est toujours chercher à s'améliorer, dans le fond. Il y a tellement de parallèles que je peux faire avec ça, tu sais, puis la business, mais c'est tellement vrai. Puis d'apprendre à gagner aussi, c'est une affaire de rester comme humble sur son A-game puis continuer à vouloir s'améliorer quand tu gagnes, puis pas juste de s'asseoir sur ses lauriers. C'est sûr, absolument. Depuis justement que j'ai le dojo en 2018, mon coach, malheureusement, il était aux prises avec un cancer, puis ça faisait plusieurs fois qu'il y avait des récidives. Puis il m'a dit, écoute, tu veux-tu prendre le dojo en main, t'en occuper, puis ça. J'avais jamais fait ça. Je n'étais pas entrepreneur dans la vie. Ça, c'était en 2018? 2018. Fait que, tu sais, j'avais aucune expérience en entrepreneuriat, j'avais aucune expérience en marketing. La seule expérience que j'avais, c'était j'ai l'équivalent d'un doctorat en karaté, si on veut. Ouais. Tu as fait tes 10 000 heures. Là, puis... Ben, exact. Ça, j'ai fait en masse. Puis le fait aussi que j'ai un baccalauréat en enseignement, puis que j'ai beaucoup d'expérience comme coach et comme enseignant en termes de pédagogie ou des choses comme ça. Fait que combiner ces deux forces-là ensemble, il a fallu que j'apprenne aussi comme entrepreneur à me débrouiller puis à justement... c'est risqué, il faut que tu risques, puis avoir des choses un petit peu plus, mettons, comment je faisais ça... sécuritaire, parce qu'il faut que tu te gardes quand même une zone sécuritaire. Puis dans tout ça, ben justement, quand tu fais des bons coups, des choses comme ça, ben tu tentes de les répéter ou tu tentes, si on veut, de... Oui, tu donnes une petite tape dans le dos, tu es comme OK, c'est parfait, mais après ça, même ça, je l'ai bien fait, mais qu'est-ce que je peux faire de mieux encore pour l'améliorer? Fait que, là, tu vois, je suis tout le temps en train de me questionner. C'est tout le temps ça. Écoute, moi, c'est pareil. Là, je veux dire, il y a tout le temps... Sam, notre adjointe, a dit tout le temps comme, man, à tous les jours, tu as des idées, tu veux faire. Puis, je pense que c'est bon d'avoir des idées, mais à un moment donné, il faut filtrer aussi. Puis, j'ai une bonne équipe là, comme qui me dit, ils vont filtrer mes affaires. Mais c'est ça, le hamster, il n'arrête jamais de tourner. Tu es tout le temps en train de te dire, c'était-tu un bon coup? Je peux-tu l'améliorer? C'était-tu vraiment la meilleure option, la meilleure solution? Mais là, tu disais, bon, évidemment, l'entrepreneuriat, c'était nouveau pour toi parce que tu avais, tu me disais tantôt, Hoffman, que là, t'es prof à temps plein, prof au primaire. Ouais. Puis ça, tu fais ça depuis que tu as quel âge? Ben, en fait, comme parcours atypique, si on veut, moi, j'ai fini mon bac à 27 ans, presque 28. Okay. Fait que, dans le fond, avant ça, j'ai travaillé au gouvernement. J'ai pas aimé ça pantoute. J'ai travaillé au cinéma, mais là, je drop name des places, mais je les adore pareil. Cinéma Neuf, où est-ce que j'ai eu mes meilleures années. Ben aussi a travaillé. Ah ouais? Il m'a pas dit ça. Il t'a pas dit ça? Non. Ah non, c'est moi qui l'ai fait rentrer à la piste. Ah ouais? Fait que, à l'âge de 15 ans. Fait que dans le fond, tout ça pour dire que j'ai travaillé à différents endroits par ce temps-là. Moi, mon rêve, c'était de faire du karaté. Puis mes parents, qui sont des super bons parents, mais quand t'es jeune, tu te cherches. Fait que là, quand c'était arrivé le temps d'aller au cégep, c'était comme, OK, trouve-toi de quoi en quoi t'inscrire. Puis moi, comme contrairement à mon frère, moi, c'était pas genre, je vais être policier dans la vie ou je vais être enseignant dans la vie. Moi, c'était, j'aime avoir du fun, j'aime faire ce que j'aime. Puis malheureusement, c'était pas ça qui rapportait le plus. Mais comme, puis il y avait la tendance de dire, OK, mais il faut que tu ailles chercher des études. Fait que je suis allé au cégep, mais je suis allé au cégep un peu pour aller au cégep. Comme peut-être du monde fond, là, tu sais. Fait que j'ai fait finalement 4 ans et demi de cégep pour un deck de 2 ans. Fait que tu sais, j'ai tiré à la sauce pas mal, mettons. Mais tu sais, c'était comme je disais, je faisais mes compétitions, je m'entraînais,
Si j'avais à choisir entre un entraînement puis un cours ou aller à l'école, quoi que ce soit, souvent j'enlevais des cours de ma session parce que j'allégeais. T'sais. Puis finalement, après le cégep, j'ai finalement obtenu mon DEC. Puis t'étais-tu bon à l'école ou t'étais juste pas vraiment intéressé? Ouais? J'étais vraiment excellent à l'école, mais l'affaire, c'est que j'étais pas travaillant. S'il y avait une place où j'haïssais travailler, c'était à l'école. Moi, ce que j'aimais, c'était aller m'asseoir dans la classe, là, jaser avec le prof. Okay. Ça, j'aimais ça, parce que j'apprenais. Mais moi, lire des notes de cours, des PowerPoint, c'était pas ma tasse de thé. Là. Fait que, tu sais, j'allais à tous mes cours. Quand j'allais à mes cours, je tapais des 100%. Mais quand j'allais pas à mes cours, ou quand, exemple, là, je dis pas, là, je parle à partir du cégep. Au secondaire, j'ai jamais skippé une période. Mais à partir du cégep, ben, je trouvais ça moins intéressant. J'étais intéressé par autre chose, tout ça. Fait que finalement, en bout de ligne, tu sais, j'ai eu une cotère de chenoute. Parce que j'ai fait le niaiseux, parce que j'ai pas été à certains cours, parce que j'ai dû reprendre des cours, tout ça. Mais j'ai eu mon diplôme. Fait que ça, j'ai le papier. Comme mes parents disaient, as-tu le papier? Ouais, j'ai le papier, c'est parfait. Puis l'enseignement, ben, c'est venu un peu par la suite parce que, dans le fond, je travaillais dans les écoles primaires comme éducateur en service de garde. Okay. Fait que puis à un moment donné, ils ont vu que j'avais du potentiel. Fait qu'ils ont dit, tu veux-tu faire de la suppléance? Parce que on sait que dans les écoles, il manque pas de monde pantoute. Même dans le temps. fait qu'ils ont dit, tu veux-tu faire de la suppléance? T'es bon, puis je pense que tu pourrais nous aider. Fait que j'ai commencé à travailler pour certaines écoles. Tout d'abord comme prof d'édu suppléant. Puis après ça, ben on va te prendre dans les classes. Tu as une bonne gestion de classe, des affaires comme ça. Puis c'est une enseignante de maternelle à l'école de cépage, Mme Saucier, à un moment donné, qui m'a... Shout-out, Mme Saucier. Shout-out. Puis qui m'a dit, écoute, tu devrais faire ton bac. Tu serais pas pire, tu sais. Fait que finalement, j'ai décidé de m'inscrire. J'avais 24 ans. 23 en fait, puis commencé mon bac à l'université à 23 ans. C'est un peu, pas ironique, là, mais comme j'allais faire un bac en enseignement quand, dans le fond, aller à l'école, c'était pas quelque chose qui me faisait triper tant que ça. Puis c'est un peu pour ça aussi, finalement, que je suis devenu prof. C'est pour dire, genre, hey, les enfants que j'ai en avant de moi, j'ai le goût de les motiver, puis j'ai le goût qu'ils apprennent. Puis je vais être un peu atypique, ce qui dérange parfois. Je vais être un peu atypique dans ma façon de faire, ou dans comment enseigner, ou dans comment justement essayer de motiver les jeunes pour qu'eux autres, après ça, ben, ils accrochent. Parce que si tu te souviens de ton primaire ou de ton secondaire, là, c'est pas ce que tu as appris en 6e année. Moi, si tu me demandes, là, Rock, qu'est-ce que tu as appris en 6e année? Je me souviens même plus si c'était les fractions, c'était en 6e année, en secondaire 1 ou en 5e. Le programme a changé genre 20 fois. Là. Par contre, je peux... Tu sais quoi le théorème de Pythagore? Ça, oui. Mais c'est au secondaire, j'ai pas étudié là-dedans. Fait que dans le fond, tu te souviens du prof? Ouais. Tu te souviens de... Tu sais de ce que tu vis, de tes amis, du prof. Ben oui. Ouais. Tu sais, dans le fond, l'école, c'est fait pour socialiser, c'est fait pour vivre des succès, c'est fait pour vivre des défaites, mais en tout cas, être résilient puis apprendre. Puis c'est comme ça que tu forges un caractère, une personnalité. C'est comme ça que tu te développes, dans le fond. Ouais. Fait que si le prof ou la prof est capable d'amener ça chez les élèves, là, tu vois, je suis un passionné quand je parle d'enseignement, mais s'il est capable d'amener ça chez les élèves, mais ça fait en sorte que ta job est faite. Ouais. Puis après ça, si par la bande, il a appris quelque chose, ben ça va le suivre toute sa vie. Puis là, ben, à un moment donné, ça va arriver à une étape où est-ce qu'il va pouvoir se qualifier, avoir son diplôme, puis poursuivre ça. C'est vraiment intéressant. Puis on est dans un air maintenant. Là, on parlait un peu des réseaux sociaux off-mic tantôt, où est-ce que tu vas en avoir beaucoup là, sur. C'est pas la première fois que j'en parle sur le podcast, mais où est-ce qu'il va y avoir des influenceurs ou des entrepreneurs qui vont dire que l'école, c'est pas important. Moi, j'ai fait mon sondage 5 puis that's it. Mais ça va être beaucoup, pas de besoin de l'école, pas de besoin de l'école. Puis j'avais mon chum Seb Brunet, 2-3 épisodes sur le podcast, que lui a fait justement son bac. Puis il disait, ce que j'ai appris, c'est des façons de travailler. Il dit, je me souviens pas nécessairement de tout ce que j'ai appris, mais j'ai appris des méthodes pour. Puis toi, tu parles de l'aspect social avec les profs, les amis aussi, qui est comme super important. Là, puis où c'est que je m'en allais avec ça? Là, tu parlais d'éducation, puis genre ceux qui. Des entrepreneurs, pas des entrepreneurs, des influenceurs, ceux qui disent. Ouais, c'est ça, exact. Tu penses-tu que tout le monde devrait aller dans des études cégep universitaire, ou tu penses qu'il y a vraiment du monde qui sont pas faites pour ça, mais qui vont avoir du succès? Puis aujourd'hui, c'est à démystifier, puis c'est pas assez communiqué, mais le réseau de l'éducation
est en train de changer. Tu sais, on part du rapport parent des années 60. Là. Je fais un petit cours d'histoire. Là. Mais quand période de la Grande Noirceur, Maurice Duplessis, tout ça, religion, en tout cas. Puis après ça, ben, le rapport parent, quand il est arrivé, ben, ça l'a professionnalisé l'école, si on veut, ou ça l'a fait en sorte que l'école devenait une institution, puis après ça, ben, tu pouvais aspirer à pas être juste le bourgeois qui s'en va à l'université ou des choses comme ça, tu sais. Fait que ça, je comprends qu'il y a eu un gros boost de dire, OK, on va à l'université, on s'éduque. L'éducation dans la vie passe pas juste par l'école. L'éducation dans la vie, ça passe aussi par la famille, ça passe par la société, ça passe par peu importe. Moi, je pense que l'école aujourd'hui, l'important, c'est de qualifier. En bout de ligne, là, quand tu arrives au bout, là, sur quoi tu te qualifies? Quelque chose qui te passionne. Tu sais, tu dis que tu as fait ton secondaire 5, mais tu es allé chercher ton cours en courtage aussi. Tu sais. Ouais. Fait que pour moi, ça, on a fait une bonne job. Mais la société a Avec permis... moi, tu veux dire? Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est... Bon, ça exclut la personne qui parle. Ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la société permet maintenant, ou l'école, de dire, OK, ben tu peux faire ce que tu veux dans la vie. C'est sûr qu'il y a un minimum. T'sais. Souvent, on dit secondaire 5, c'est le minimum. C'était ce qui était véhiculé dans le temps. Secondaire 5, c'est super général en passant. Il n'y a rien que tu apprends en secondaire 5 qui va te montrer comment construire une maison. Il n'y a rien qui t'apprend en secondaire 5 qui va te montrer comment vendre une maison. Il n'y a rien qui t'apprend en secondaire 5 qui va te montrer comment rouler une business. Fait qu'après ça, c'est comment toi, tu vas soit prendre ton expérience ou comment tu vas aller chercher ta qualification. Puis il y a des jobs, tu n'as pas le choix. Il y a des jobs, tu n'as pas le choix d'avoir une certaine qualification pour avoir, exemple, un brevet ou pour avoir ta place au niveau, mettons, professionnel. Ou tu n'as pas le choix de... Puis il y a d'autres jobs qui vont te donner, tu sais, comme pour être entraîneur, mettons, mais tu as un programme avec Coach Canada qui s'appelle le programme PNCE. Fait que c'est un programme où tu vas suivre des cours. Puis à un moment donné, par cumul, tu as un diplôme. Mais ça, je suis allé chercher par la bande. C'est pas l'université qui me donnait ça. Fait que tu sais, tu as toutes sortes de façons de te qualifier. Fait que pour moi, d'aller arriver et dire, si tu es obligé d'être cégep université, la réponse, c'est non. Par contre, de te trouver de quoi qui te motive, puis qui te drive, puis qui va faire en sorte que chaque jour, tu vas te lever, puis tu vas vouloir aller travailler. Mais ça ne sera pas un travail pour toi, ça va être une passion, puis tu vas vivre de ça, ou bien tu vas en faire profiter les autres. Là, c'est bien dit, ça. Y a-tu beaucoup de monde qui gagne leur vie avec le karaté? Tu sais, mettons un athlète professionnel, là. C'est aux Olympiques, le karaté? Bon, on peut partir longtemps là-dessus. Le karaté fait partie du mouvement olympique. OK. Fait que ce que ça veut dire, dans le fond, c'est... il y a une seule fois dans l'histoire que le karaté a été aux Olympiques, puis c'est aux Jeux de 2021 de Tokyo, qui étaient les Jeux de 2020. Parce que avec la pandémie, ça a été reporté. Puis c'était au Japon. Fait que le Japon, dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que chaque cycle de 4 ans, le pays hôte peut décider d'introduire certains sports. Le karaté est un sport super populaire, super fort au Japon, fait qu'ils ont pris la décision de mettre le karaté comme sport de démonstration là-bas, ou en fait comme sport temporaire. Puis ça a quand même eu un certain succès. Mais mis à part ça, parce que là, on ne sera pas aux Jeux de Paris en 2024, potentiellement peut-être les Jeux de Los Angeles 2028, mais mis à part les Jeux olympiques, on est aux Jeux olympiques jeunesse. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ça, mais il y a des Jeux olympiques pour les en bas de 18 ans. On est aussi à ce qu'on appelle les gros regroupements comme Canada Games, Pan Am Games. Ça, c'est des mouvements olympiques, mais le karaté, il est là-bas. Comme là, moi, j'ai une athlète, Anna, du dojo, qui vient de se qualifier pour aller au Pan Am Games à l'automne. Et présentement, dans tout le Canada, il y a juste 3 athlètes qui peuvent y aller. Puis potentiellement d'autres athlètes. Là, la semaine prochaine, il y a un tournoi au Costa Rica. OK. Puis j'en ai une autre athlète, Lily Rose, que si elle se qualifie à ce tournoi-là, va y aller au Pan Am Games. Mais ça, c'est des mouvements olympiques. Fait qu'en théorie, on fait partie de ce qu'on qualifie de sport olympique. C'est juste au niveau du... je ne veux pas dire du plus haut, là, mais au niveau des Jeux olympiques, ça dépend de fois en fois. Okay. On est tout le temps dans une rotation de sports qui sont comme dans les choix finaux pour inclure. Là, c'est super politique puis super... comment je peux dire ça? Ouais, il y a de l'argent là-dedans. Ouais. Écoute, ça, c'est sûr. Mais justement, y en a-tu qui gagnent leur vie? Ça doit être minime, là, le nombre de... Ceux qui gagnent leur vie avec le karaté,
parce que même moi, avec le dojo, je veux dire, c'est une passion pour moi. C'est quelque chose qui me drive au maximum. Mais je fais encore les deux, donc dojo puis l'école. Puis je gagne bien ma vie à faire les deux. Mais ceux qui font une carrière en karaté, ils vont se diversifier aussi. Là, un dojo qui va permettre à quelqu'un de vivre que de ça, c'est très rare. Okay. Puis là, tu parles d'athlète professionnel, mais pour moi, le karaté, c'est un sport amateur. Fait qu'à la base, tu ne fais pas d'argent avec ça. Il y a certains athlètes performants, comme tantôt je parlais de Anna, par exemple, mais là, elle vient d'obtenir un brevet de Sport Canada qui va lui permettre de recevoir de l'argent pendant 1 an à chaque mois. Cet argent-là va aider. Ouais. Mais tu sais, si tu prends tous les coûts d'entraînement, les coûts de physiothérapie, massothérapie, les coûts connexes, là, psychologie sportive, tout ça, parce que veut pas, ces athlètes-là veulent se professionnaliser quand même. Ça couvre pas tout. Puis là, les voyages, puis les choses comme ça. Fait que c'est super dispendieux, mais comme je disais tantôt, en bout de ligne, ce qu'on veut regarder, c'est sur le long terme, qu'est-ce que ça va t'apporter. Beaucoup de choses dans ta vie qui vont faire en sorte que tu vas avoir du succès par après, puis tu vas jamais regretter ton parcours. Là, ah non, c'est beaucoup d'investissements d'argent, mais de temps. Nous autres, on était dans le soccer dans ma famille. Moi, j'ai arrêté de jouer à 17 ans, mais ma soeur, elle a continué là-dedans. Puis là, maintenant, elle coach. Là, elle est en Suisse en ce moment. Là. Oh, wow. Okay. Comme toi, là, elle est tout le temps jet set là, au bout, là, elle est tout le temps en France, en Suisse, en Espagne. Mais tu sais, là, évidemment, là, c'est payé par son employeur, mais il y a un temps où est-ce que c'était soit des bourses ou sinon, c'était les parents qui fallait qui payent. Puis, puis shout-out aux parents aussi. Parce que je vais dire, les parents qui, pour vrai, là, les parents qui croient en leurs enfants puis qui les accompagnent, ils les amènent day to day au dojo à venir s'entraîner ou sur le terrain de soccer. Puis ils sont là, pluie, grêle, quoi que ce soit, puis monétairement qu'ils vont mettre. Vous investissez pas dans le vide. C'est vraiment quelque chose. Non, parce que même s'il n'y a pas une carrière professionnelle qui en découle, c'est des apprentissages. Moi, il y a un paquet d'affaires que j'ai appris sur le terrain au soccer que maintenant je peux appliquer dans ma vie. Oui, dans mon entreprise, mais dans ma vie de tous les jours. Puis je suis sûr que toi, c'est pareil. Puis ceux que tu coaches aujourd'hui, Liliane, quel âge qu'elle a? Lily Rose, excuse-moi. 19 ans. Puis l'autre, c'est Anna. Anna, elle va avoir 27 bientôt. Elle va dire 26. Là. OK. Ouais. OK, mais tu sais, ce qu'elle apprend avec toi au dojo, après ça, plus tard dans sa vie, elle va pouvoir le transposer. Oui, ça ne sera jamais perdu. Là. Absolument. Puis autant tantôt que je disais à l'école, pour moi, il y a l'aspect social, l'aspect vivant, l'aspect genre communauté là, qu'on développe. Mais au dojo, c'est un peu le même principe. Tu te fais des amis pour la vie. À l'international, quand tu vas en tournoi, tu te fais des connexions pour la vie. Des gens que des fois, une fois dans ta vie, vont venir t'aider ou il va y avoir quelque chose de pas prévu. Puis là, eux autres vont se présenter. Ouais. Fait que tout ça, c'est un ensemble. Fait que, oui, à l'entraînement, ils apprennent des choses. Oui, je leur transmets mes valeurs profondes en termes de coaching ou en termes de personnes aussi. Mais en bout de ligne, c'est aussi cet aspect-là. Ils vont toujours revenir au dojo. Moi, j'ai des gens avec qui je m'entraînais quand j'étais jeune, qu'eux, ils ont poursuivi à l'extérieur du karaté, ils ont fait autre chose. Mais on se revoit encore une fois par année. Ben en fait partie. Ben a été un compétiteur de haut niveau jusqu'à l'âge de 18 ans, avant d'être policier. Puis potentiellement, il aurait été meilleur que moi en plus, mais quand il est arrivé senior, je l'ai battu. Parce que... mais, shots fired! Mais non, pas tout. Je l'ai toujours dit, il avait du talent, c'était fou. Mais lui, justement, il avait choisi de faire un autre pas de domaine, mais sa carrière de policier, c'était plus important. Et vraisemblablement à cause des blessures. T'sais. Fait que tout ça pour dire qu'on se revoit. T'sais, c'est une gang d'amis tissés serrés qu'on se revoit à chaque année, puis qu'on prend non seulement des nouvelles, mais si on a besoin l'un de l'autre, on est toujours là l'un pour l'autre. Là, là. Fait que ça t'amène ça aussi, le sport. T'sais. Ouais. Moi, les 2 gros apprentissages que j'ai faits quand moi, j'étais capitaine au FC Ottawa, j'étais capitaine pendant une couple d'années. Puis, c'était l'importance d'une équipe. Là, tu sais, que tu peux pas tout faire tout seul. Ça, j'ai appris ça. Puis, check aujourd'hui, je pense que ça paraît. Puis, j'ai appris asti que j'aime pas perdre. Je déteste perdre.
T'sais. Plus que je veux gagner. Ouais. Je veux pas perdre, comme je déteste plus perdre que j'aime gagner. Fait que ça, évidemment, quand tu es jeune, tu deals moins bien avec la défaite. Aujourd'hui, c'est un peu différent, mais c'est des apprentissages que j'ai faits. C'est quoi, toi, les plus gros apprentissages? Tu me parlais de résilience tantôt, mais les arts martiaux, pour moi, c'est... En tout cas, je vois ça de l'extérieur, mais ça me semble être quelque chose d'extrêmement discipliné. Ouais. C'est-tu quelque chose que tu as appris comme la... Oui, la discipline en tant que telle, moi, je suis quelqu'un qui est hyper excessif dans la vie. Si je décide de me donner à 100% dans quelque chose, c'est pas me donner à 100%. Tantôt, je disais que l'école, j'aimais moins ça plus jeune, puis j'aurais peut-être dû selon certains, mais comme je regrette en aucun temps mon parcours. Puis, j'étais excessif dans l'entraînement, j'étais excessif dans... mais ça m'a amené aussi dans d'autres sphères de ma vie où est-ce que il a fallu des fois que cette comment je peux dire ça, façon d'être là, il a fallu que je la canalise en tant que tel. Puis, ce que ça m'a appris, tu parlais de capitaine, ça m'a comme... Tu me tiens de me poser une question, puis là, genre, pendant que tu parlais de capitaine, je suis comme, aïe, j'ai quelque chose. Mais en fait, ce que je pourrais dire, c'est tu parlais de perdre, puis moi, dans le fond, quand je partais en compétition, je partais avec mes collègues. On fait un sport individuel à la base, mais on s'entraîne tout le monde ensemble. Fait que moi, quand je partais, c'était important, on partait en groupe. Puis, ce que je me suis rendu compte avec le temps, c'est que j'avais plus de plaisir, puis j'étais plus fier, si on veut, de voir le succès des autres. Comme exemple, je les entraînais. Parce que j'ai été coach athlète longtemps. Fait que moi, je m'entraînais, mais les gens, ils s'entraînaient avec moi. Puis c'est moi qui faisais les programmes. Puis tout ça, même si à ce moment-là, c'était moins organisé. Puis en bout de ligne, je détestais perdre, mais je détestais encore plus voir les autres perdre. Puis ça, pour moi, c'était super important que je donne tout aux autres pour comme les arriver à les faire shiner ou à les faire rendre, mettons, meilleurs, si on veut. Fait que ça, c'est quelque chose que le karaté m'a beaucoup appris, c'est l'humilité. Faire en sorte que oui, justement, tu peux avoir du succès, tu peux le démontrer ou tu peux en parler, mais moi, c'est important au niveau du dojo, par exemple, mais c'est qui est à l'avant-plan? C'est pas le sensei, c'est pas le coach, c'est l'athlète. C'est la personne qui s'entraîne de façon récréative, qui est peut-être plus âgée. C'est la personne qui arrive au dojo parce qu'elle veut se remettre en forme, mais elle ne sait pas trop comment s'y prendre, mais c'est elle qu'il faut mettre à l'avant-plan parce que c'est son succès à elle. Fait qu'en bout de ligne, ça va m'apporter du succès à moi parce que je me réjouis de ces choses-là. Puis ça me fait du bien. Fait que tout ça m'a appris à faire du bien aux autres, à les amener à d'autres niveaux. T'sais. Mais pour revenir à l'excès que je parlais tantôt, ben c'était un peu ça le principe, c'est que quand je partais en compétition, je m'entraînais super intense. Je coupais tout. Moi, je buvais pas d'alcool. Je mangeais genre au couteau, là, lean, pendant un certain nombre de temps. Quand j'avais plus de compétition, là, je partais fou. Je sortais avec les chums. J'ai jamais pris de drogue. Heureusement, dans le sens que ça m'a toujours fait peur. J'ai jamais été dans cette zone-là. Mais sortir, boire un verre, plusieurs, souvent me réveiller, comme pas savoir qu'est-ce qui se passe, des choses comme ça. Puis éventuellement, tu te rends compte, tu te dis genre, OK, mais c'est peut-être mon tempérament d'excès comme ça qui fait en sorte que quand j'avais pas ça, là, je me virais vers autre chose. Là. Fait que là, c'est aujourd'hui, ben là, étant papa presque 4 fois, ayant ma famille, ma business, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, tu te dis, OK, ben, faut nommer les choses, il faut les canaliser, puis et tout ça. Fait que le karaté m'a appris à faire ça. Les arts martiaux en général. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, je ne bois plus d'alcool pantoute. Félicitations. Merci. Les gens, ça me fait rire quand on en parle parce que les gens qui ne comprennent pas des fois sont comme, mais pourquoi tu en parles? C'est important pour quelqu'un qui a arrêté de consommer d'en parler. Ouais. C'est important de le dire, c'est important de le signifier. Puis peut-être que toi, ça ne te touche pas, mais moi, ça me fait du bien d'en parler. Fait que quand tu me dis merci, quand tu me dis félicitations, ben ça me touche. Fait que moi, c'est pour ça que je dis merci. Ouais, puis tu sais, il y a différentes raisons pourquoi quelqu'un voudrait arrêter de boire. Il y en a, c'était
moi, j'étais alcoolique, c'était un problème, j'étais dans l'excès. Il y en a que c'était pas l'excès, mais c'est juste ça, je suis pas à mon meilleur quand je bois. T'sais. Je l'échappe pas nécessairement, je bois pas tous les jours, mais pourquoi je boirais? Il y en a d'autres pour des raisons de santé, peu importe, mais ça demande quand même beaucoup d'efforts et de discipline dans les premiers temps. T'sais, là, tu me disais, ça fait un peu plus que 7 mois. Oui, 7 mois. Mais là, tu commences à rentrer dans une routine. Après un an, tu as vécu, mettons, les premiers temps des fêtes sans alcool, ta première fête, la première Saint-Jean. Peu importe, tous les événements qui se passent dans une année, tu les as vécus sans alcool, ça devient comme... Mais la première année, là, quand tu prends cette décision-là, ça peut être tough. Puis le regard des autres aussi. Ouais. Pourquoi tu ne bois pas? Prends un verre, là. Ça fait... Oui, parce que en même temps, j'ai déjà été cette personne-là. J'ai déjà été la personne qui disait genre, hey, comment on prend un verre? Hey, on va avoir du fun. Ouais. Tu peux avoir du fun sans. Puis, tu parlais de premier. Moi, j'étais un gros fan de show rock, metal, whatever. OK. T'avais Simple Plan qui venait avec Offspring en novembre, genre. Ça, novembre, ouais. Ça faisait à peu près un mois et demi que j'avais arrêté. Puis j'avais acheté mes billets. Là, mais mauvais timing, tu sais, oui puis non, parce que tu te dis genre, OK, ben il faut que je réapprenne à faire les choses sans être obligé de boire un verre ou sans être obligé d'être celui qui est comme plus sur le party, quoi que ce soit. Puis ce que je me suis rendu compte, parce que j'y étais allé avec mon bon chum Oli, puis tout ça, avec qui je vais dans les shows, puis là, il dit, crème, il dit, t'as pas bu, mais il dit, t'étais aussi sauté, là, tu sais, là, t'étais aussi... Aussi dedans, allais dans le mosh pit? Ah, tout le temps. Ouais, là, je suis tout le temps là. Je suis tout le temps là. Ben, lui, il me fait rire, Oli, parce que, tu sais, Charlotte à Oli, mais il est bâti sur un frame de chat. Fait que, il est tout petit. Fait que, tu sais, moi, je suis un petit peu plus corpulent. Fait que tu sais, on va dans les mosh pits ensemble. Il est petit, mais il est solide. Là. Oh, ouais. Puis, non, on a bien du fun. Mais tu sais, c'est ça. C'est de réapprendre les temps des fêtes ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est quand même relativement facile parce que c'est super familial maintenant. Tu sais, puis là, je parle comme si je prenais de l'alcool. Tu sais, tu parlais d'alcoolisme. Moi, c'était occasionnel avec les amis, mais un coup qu'on était en party. Tu sais, je pouvais pas en prendre pendant 2-3 mois, mais un coup qu'on arrivait au party, mais là, tu sais, j'en prenais beaucoup. Ouais. Fait que, mais depuis quelques années, tu sais, vu que j'ai ma famille et tout ça, ben, tu sais, je sortais plus dans les bars ou ben, tu sais, j'étais plus dans le, OK, j'étais avec mes chums dans les bars, quoi que ce soit. Fait que, avec la pandémie, des fois, ben, c'était à la maison. Tu sais, ben là, j'ai rien à faire, fait que j'écoute la UFC, je prends un verre. Fait que, tu sais, tu t'en rends pas compte, mais petit peu par petit peu, justement, ça te rend moins productif ou comme. Fait que c'était là que la décision elle s'est prise au final. Là, mais ça a été une décision comme difficile? T'as-tu jonglé avec ça pendant un bout? Ou à un moment donné, tu t'es dit juste pourquoi? Ben, un peu. C'était dans l'excès. Genre, c'était du jour au lendemain. Un lendemain de brosse, là, t'as dit. Ouais. En fait, c'était la dernière fois où. En fait, c'est la dernière fois que je suis sorti dans un bar à l'automne avec Ben. Okay. Puis, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu Ben. Puis, c'était pas tant une brosse, là, mais c'est que le lendemain, je me réveille avec une pneumonie intense. Écoute, je me suis ramassé à l'hôpital. Genre, ça allait pas bien. Là. Puis là, j'ai fait, tu sais, j'avais pas tant de lien nécessairement avec la veille ou quoi que ce soit, mais à part de dire, mais mon système immunitaire, tu sais, j'étais fatigué. Veux pas, j'ai affaibli mon système parce que j'avais pris un verre, tu sais, des choses comme ça. Puis après ça, ben, pendant la semaine, faut que j'aille enseigner. J'ai mon dojo, j'ai ma famille, quoi que ce soit. Là, j'étais comme, OK, peut-être tu peux tomber malade, ça, tu le contrôles plus ou moins. Mais le reste, tu peux le contrôler. Fait que, puis comme je t'ai dit, du jour au lendemain, ça a été fini. J'ai littéralement pris toute la bière que j'avais chez nous, l'alcool, whatever. Comme dans les films, là, dans l'évier. Donner à des amis, à des parents, whatever. C'était comme, je coupe. Puis ça m'a pas manqué depuis. J'étais allé à Las Vegas depuis. Puis genre, pour une compétition. Las Vegas sub? Ah, ben oui. Le monde prenait une bière, moi je prenais un Perrier à côté. Ouais. Ça me manquait pas pantoute. Puis une fois que ton entourage le sait aussi, la pression, le peer pressure, la pression des pairs en donné sont comme... Ben, parce qu'au début, tu peux avoir comment ça tu bois pas? Tu n'étais pas alcoolique, tu n'avais pas de problème d'alcool. Ouais.
moi, je me faisais pas dire ça, clairement, puisque mon entourage savait que j'avais un petit problème. Mais toi, tu sais, peut-être que le monde dise, ben, t'es pas si pire, pourquoi tu prends pas juste un verre? Ou tu te fais poser la question, tu vas-tu reboire un jour? Tu Non. du monde? Non? Non, du tout. Non, parce que je l'affirme. Parce que je le dis comme, moi, c'est plus jamais. OK, à ce point-là. Ah ouais, je le dis. Moi, il n'y en aura plus. Puis, je prends exemple, mon grand-père paternel, j'ai 36 ans, je ne l'ai jamais vu prendre un verre. Okay. Mais je sais que dans sa jeunesse, il était alcoolique. Fait que, tu sais, il a décidé à un moment donné d'arrêter. Il a eu des raisons, ses propres raisons, peu importe. Puis, il n'a jamais retouché après depuis, tu sais. Puis pour moi, c'est un poison. Puis tu sais, comme, je ferai pas la morale aux gens qui boivent ou aux gens qui prennent un verre, quoi que ce soit, parce que je l'ai fait, puis genre, tu sais, tant mieux si eux, ils retrouvent quelque chose là-dedans, quoi que ce soit, mais je vais faire la promotion, par exemple. Puis bizarrement, la décision, quand je l'ai prise, on dirait que c'est là, il y a eu, voyons, de quoi à Radio-Canada, un journaliste là, qui avait fait un reportage là-dessus. Ouais, je me souviens pas de son nom, puis il a fait... Là, son nom m'échappe, puis le nom du documentaire m'échappe. Là. Ouais. En tout cas, il lui... a passé au podcast Sans filtre aussi. Là, oui, exact. Là, je pourrais sortir mon cellulaire, faire Google. Désolé pour le nom, mais comme... En tout cas, ça démystifiait, si on veut, tout ce qui était par rapport à ça. Puis ça m'a juste confirmé mon choix. T'sais. Ça a juste fait comme, OK... C'est lui aussi, c'est un buveur occasionnel. Il n'y avait pas nécessairement de problèmes familiaux associés ou des choses comme ça. Puis, il était un petit peu plus vieux que moi, là, peut-être proche quarantaine. Puis là, il commençait à avoir des petits problèmes. Là, genre, pourquoi j'ai mal au fouet? Pourquoi que... Puis là, il est allé consulter. Puis finalement, pour dire, ben ouais, ta consommation, ben, même si tu dis, je respecte le... C'est 15 consommations par semaine. Oui, exact. Là, puis, et on ne boit pas tous les jours. Oui, mais c'était trop. C'était déjà trop. Fait que moi, je le dis souvent, c'est la consommation la plus responsable, c'est de ne pas en consommer du tout. Après ça, si tu prends la décision de, ben là, à ce moment-là, ben, c'est sûr qu'il doit y avoir modération ou whatever. Ouais. Mais pour moi, ce qui a bien meilleur goût, c'est un loup Perrier. C'est vrai, avec un peu de citron. Ouais, that's it. Ben, moi... Je dis tout le temps que c'est propre à chacun de dire si c'est un problème ou pas, parce que moi puis toi, on peut pas aller dire à quelqu'un, hey, toi, je pense que tu as peut-être un problème. C'est pas à moi de faire ça. Non, c'est ça. Mais je dis tout le temps à la personne, si tu te poses des questions par rapport à ta consommation, puis les questions reviennent souvent, ben il y a peut-être un problème. Il y a peut-être quelque chose à aller voir. Quelqu'un qui a pas de problème, là, il se posera pas de questions. Non. Quelqu'un qui mange une barre de chocolat une fois de temps en temps, il se dira pas, crime, je suis un problème avec le sucre, je suis en train de manger mes émotions. Non. Moi, des fois, je me pose la question, OK, là, j'ai vraiment des gros cravings, puis comme, tu sais, excès, je peux t'en parler d'excès, moi, du gâteau au fromage, puis de la crème glacée, puis tu sais, là, des fois, je me dis, Colin, pourquoi j'ai le goût de manger du sucre de même, tu sais, ça doit être, je suis stressé, je suis triste, je suis sur un hype, je suis trop de bonne humeur, tu sais, c'est quoi qui se passe? Souvent, c'est attaché à quelque chose, mais là, je suis capable de prendre conscience, mais quelqu'un qui n'a pas ce problème-là, il mange une barre de chocolat de temps en temps puis il ne se pose pas de questions. Là, mais tu sais, tantôt, quand je disais ceux qui sont excessifs ou les personnes dans la vie, ils compensent. Le sport peut être un excès. Ouais. Fait que tu peux... T'en as-tu des athlètes au dojo que tu fais comme ça ferait peut-être qu'ils slackent un peu, là, tu sais, des ados qui peuvent passer... Ben, la seule qui me vient en tête, c'est Anna, en fait, qui est dans le fond une de mes athlètes que je suis depuis le plus longtemps. Puis pas tant qu'elle est dans l'excès. Tu sais, elle, c'est une passionnée dans la vie, même chose. Tu sais, elle me fait beaucoup penser à moi quand j'étais plus jeune. Mais l'affaire, c'est que plus jeune, elle, dans sa tête, c'était comme je m'entraînerai jamais assez. Fait que, tu sais, le concept du surentraînement, ben, peut aussi amener des contre-performances. Mm-hmm. Puis en tant que coach, il faut que tu saches parler à ton athlète et dire, hey, je pense que là, tu sais, fait que dans l'excès, peut-être pas qu'elle était, mais dans des fois du surentraînement ou de l'entraînement malgré une blessure, ben ça peut amener à, comme je disais, à avoir des contre-performances ou des choses comme ça. Tu sais.
Mais moi, plus jeune, vu qu'il fallait que je gère mon poids un peu plus au niveau du sport, puis le sport de combat, souvent, c'est associé au poids aussi. Pour les catégories avec les pesées. Ouais, exact. Ouais. Puis le pire, c'est que j'étais poids lourd. Là. Je ne catch pas pourquoi, dans ma tête, il fallait que je sois le plus lean possible puis le plus près possible de la limite inférieure. Parce que je me disais, genre, il faut que je sois le plus rapide. Mais moi, c'était pas rare que je courais 5 km par jour puis un 10 ou un 15 par semaine. Là. OK. T'sais? Puis là, peut-être je te dis ça, puis toi, tu es un coureur, puis tu dis, genre, ça, moi, c'est mon réveil matinal. Mais, genre, mais comme, tu sais, en plus, là, je te parle en plus de l'entraînement en karaté, puis en plus de l'entraînement. Tu faisais de la muscu, sûrement. Physique, aussi, musculation, tu sais. Fait que des fois, je pouvais m'entraîner 3 fois par jour. Ça peut être comme Marie-Lou. Mais. C'est qui ça? Marie-Lou, la propriétaire, tu sais, 3 fois par jour, là, elle fait comme des recettes. Ah, OK. Excuse-moi. Là, tu vois, c'est ça, moi. C'est un moment donné, on va jaser, puis ça va juste sortir dans... Fait que je fais des liens. Joke de prof. Ouais, 3 fois par jour. Mais tu sais, moi, des fois, je me fais dire, penses-tu que tu te surentraînes? Non, je m'entraîne une fois, 2 fois par jour, mais that's it, tu sais, c'est même pas 10 heures par semaine. Quand tu commences à faire muscu, karaté, course. Mais tu sais, si tu veux être un athlète, mettons, tu vas aller aux Olympiques ou aux championnats canadiens, championnats mondiaux, tu n'as pas le choix d'être d'un excès, tu sais. Il n'y a personne qui gagne des médailles en n'étant pas excessif. Mais en fait il faut juste changer la mentalité. C'est que il ne faut pas que tu tombes dans le surentraînement, mais c'est que tu peux entraîner autre chose. Fait que tu sais, quand on parle de visualisation, quand on parle de comment je peux dire ça, d'entraînement psychologique ou de préparation mentale, ça fait partie du processus. T'sais, fait que souvent, on associe à l'entraînement technique, tactique, physique ou peu importe, mais on oublie tout l'aspect visionnement, on oublie tout l'aspect, mettons, stratégique, développé avec des reprises vidéo, qui est dans le fond le synonyme de visionnement. En tout cas. Mais on oublie plusieurs choses qui sont à l'extérieur. Fait que, de prendre le temps, mettons, une journée, de dire « Hey, on va s'étirer, mais on va regarder des matchs en karaté, puis on va analyser nos adversaires, ou on va regarder nos anciens matchs, puis on va regarder les points où on peut développer, améliorer, des choses comme ça. » Ça fait partie de l'entraînement. C'est vrai, ça. Fait que, tu sais, c'est comme je disais... Mais c'est plate pour des jeunes de faire ça. Je me suis dit, on se sport-études. Nous autres, quelqu'un nous disait, on s'en va pas sur le terrain, on va visionner un match de telle Coupe du Monde, puis on va analyser. Là. C'est pas ça qu'on avait envie de faire. Là. On voulait aller sur le terrain puis jouer. Mais... Oui, exact. Mais tu sais... Ça aussi, ça fait partie du processus, le groupe d'âge à lequel tu t'adresses aussi. Tu sais, dans le fond, les plus jeunes, tu n'as pas le choix. Il faut que tu modèles dans un certain sens. Fait que, tu sais, c'est plate, on va regarder des vidéos. Ouais, mais tu l'amènes d'une façon différente. Là, puis c'est sûr que, mettons, en soccer, probablement que, comme la plupart des jeunes, tout ce que tu aimais, c'était jouer une game. Mais tu sais, il faut que tu amènes le jeune aussi à dire, ben c'est le fun de jouer la game. Comme, par exemple, en compétition, en karaté, c'est le fun d'aller faire des matchs. Mais il y a tout le processus avant qui est important. Fait que quand tu es jeune, tu penses à la médaille ou tu penses au bout. Puis plus tu vieillis, ben là, plus tu comprends le processus. Puis là, ben, plus tu as du plaisir à le faire. Ça, c'est super important en business aussi. Là. Ouais. D'aimer le journey, le day-to-day, le processus pour se rendre, puis pas juste viser... le résultat, la compétition, le trophée Remax à la fin de l'année, les médailles, peu importe. Mais on a fait un camp d'entraînement en Grèce, début janvier, à Athènes, avec 2 des meilleurs au monde, 2 Grecs. Puis, il y en a un, c'est ça qu'il disait. Il dit, tu sais, pour avoir du succès, il dit, parce qu'on a posé la question, qu'est-ce qui différencie à ce niveau-là un champion d'un athlète au niveau? Puis tout le monde est capable de donner un kick, tout le monde est capable de puncher, tout le monde est rapide. Ou à peu près à ce niveau-là. Ouais. Ben lui, il disait, c'est celui qui est prêt à se lever chaque matin puis faire les choses les plus anodines que tu détestes faire, mais c'est celui qui est fait à chaque jour qui va avoir du succès en bout de ligne. Fait que tu sais, t'as sûrement déjà entendu parler quelqu'un dire genre écoute, j'aime mon emploi, tout ça, mais il y a tout le temps quelque chose dans ta job que tu vas aimer moins. Ben, c'est la même chose dans tout. Dans les relations, dans le sport. Il y a tout le temps quelque chose que tu vas aimer beaucoup. Puis des fois, il y a des choses que tu vas aimer un peu moins, mais il faut que tu sois prêt à les faire quand même. Si tu veux performer à ce niveau-là, fait que la constance, la discipline. Exact. Fait que, puis en tant que coach aussi, il faut que tu sois prêt.
comme si dans le fond, tu n'es pas à l'écoute puis que tu n'es pas prêt à modifier ta façon de faire ou tu n'es pas prêt à, comment je peux dire ça, à faire de l'analyse, puis après ça, comme je disais tantôt, pas de te remettre en question, mais de te poser des questions. Si tu n'es pas prêt à faire ça, tu n'avanceras pas, puis tu ne deviendras jamais meilleur, puis tes athlètes, ça ne s'amélioreront pas. Fait qu'à chaque fois qu'il y a un tournoi ou à chaque fois qu'il y a quelque chose, moi, je le dis à mes athlètes, je pense le prochain entraînement, des fois, c'est 2 jours après. Ils arrivent à l'entraînement, j'ai fait asseoir, je suis comme, OK, telle chose s'est passée, telle chose s'est passée, telle chose s'est passée. Maintenant, voici 2 objectifs qu'on a pour la prochaine compétition, on travaille là-dessus. Ils sont comme, oh my God, t'as déjà analysé ça? Je suis comme, ouais. Fait que là, OK. Fait que là, ils savent sur quoi travailler. Puis là, ben, on step in pour la prochaine compétition, mettons. Fait que ça, c'est important. Oui, vraiment. Puis, ouais, vraiment important. Puis, je pense à. Je fais le parallèle encore toujours avec l'immobilier, comme je fais avec les boys. Puis, c'est tout le temps ça. Là. Il faut que je vais écouter au téléphone. Je vais dire, OK, ça, c'était bon. Ça, je l'aurais dit de cette façon-là. Puis, c'est un apprentissage pour moi aussi. Là. Je veux dire, là, toi, ça fait. Non, tu étais coach avant d'être propriétaire. Oui. OK. En fait, j'ai été coach athlète longtemps. Pendant un bout, c'est ça, ouais. Moi, c'est quand même nouveau là, dans mon cas. Là, mais. Puis, combien vous avez de coachs puis d'employés au dojo? Mettons, en termes employés, si on veut, parce que je vais plus dire coach, là, parce que, comme je disais tantôt, si moi, j'ai la difficulté à vivre de ça, genre uniquement, je peux pas me permettre de payer ou d'avoir un payroll de comme c'est ça, tant de personnes. Fait que tu sais, ça se fait beaucoup de façon. Fait que t'as pas personne à temps plein là-bas. Là. Non, okay. Non, puis tu sais, même moi, si je suis temps plein, si on veut, je suis là, mettons, du lundi au jeudi de genre 5h à 9h, puis le samedi de comme 9h à 1h30, mettons. T'sais, fait que c'est pas du temps plein de toute façon. Ça serait impossible. Fait que, mais tu sais, c'est des coachs qui sont, tu sais, j'ai des arrangements avec eux autres, mais souvent, c'est des coachs qui le font de façon bénévole. J'ai des gens, l'été, j'ai un camp de jour. Fait que j'ai des gens des animateurs pis tout ça qui vont travailler au camp de jour. Fait qu'eux autres, c'est vraiment une job d'été. Là. Mais sinon, on est vraiment un noyau de coachs bénévoles qui travaillent ensemble. Fait qu'on est plusieurs quand même. On est une bonne dizaine. Okay. Je m'inclus là-dedans. Ouais. Mais tu sais, contrairement à moi, eux autres sont là peut-être 1 ou 2 fois dans la semaine, plus leur entraînement. Ouais. Mais moi, je suis là tout le temps. Là, fait que la famille me voit pas souvent le soir de semaine. Mettons. Ben ouais, là, c'est ça. J'allais dire, comment tu fais pour gérer le dojo, le travail? J'ai une blonde incroyable. C'est dit. Beau, ça. En fait, Marie, c'est. C'est elle qui t'a dit de dire ça? Non, pas tout. Non, du tout. Je pense que ça ne va même pas, j'étais pour la nommer. Puis je vais être bien franc avec toi, juste par curiosité. Elle va peut-être m'écouter, mais c'est pas une fille qui écoute des podcasts. Non? Ben là, c'est sûr qu'elle va écouter ça. Probablement. Mais en fait, c'est tu sais, le travail d'équipe, c'est pas juste au dojo, c'est aussi à la maison. Ouais. Fait que, tu sais, puis mais comme on a pris la décision d'avoir une famille nombreuse. Tu sais, on a 3 enfants, on va en avoir une quatrième, en fait, ça va être une petite fille d'ici 2 semaines. Là. Fait que c'est quand même bientôt. Quand le podcast va sortir, la petite, elle va sûrement être sortie en même temps. OK, ben je t'annonce que je vais peut-être l'écouter après. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça, c'est que, tu sais, on a nos moments. Puis moi, j'ai pris la décision quand j'ai eu le dojo, je l'ai dit à Marie, j'ai dit, quand je suis pas à la maison, je suis au dojo ou à l'école, mais elle aussi est prof aussi, tu sais, fait que elle comprend aussi la réalité d'un enseignant. Puis. Là, excuse-moi, je te coupe, t'as la correction en plus, ta préparation de cours? Oui, ben ça, je pourrais en parler beaucoup. Mais en fait, oui, exactement. Mais la correction, préparation de cours, tout ça, tout dépendamment, parce que là, ça fait un bout de temps que je suis en 6e année. T'es rodé. Je suis rodé quand même, tu sais. Mais la correction, ça va de soi. Là, comme, il faut que tu en fasses à l'extérieur des heures là, de classe. Tu peux pas tout le temps faire en classe non plus. Puis au moins en 6e, les jeunes sont assez autonomes ou assez... exemple, pendant qu'ils font un travail ou quoi que ce soit, tu es capable de corriger un contrôle, de corriger un examen de maths ou peu importe. Fait que tu es capable d'en faire quand même une certaine partie.
Mais puis pour vrai, les filles qui enseignent à des plus bas niveaux, là, première année maternelle, deuxième année, whatever, ils en ont plein les bras, là, parce que les autres sont sollicités aux 2 tout minutes. Le temps. Là, un enfant, c'est sympète, là, ça change de ça change d'idée ou peu importe. Fait que puis l'attention, c'est 15-20 minutes. Fait que c'est moins d'autonomie. Fait que ça, c'est sûr à l'extérieur. Mais tout ce qui est à l'extérieur des heures de dojo, c'est consacré à la famille. T'sais, nous autres, l'été, à partir du mois de mai, on a le camping. Fait que moi, je modifie mon horaire au dojo en fonction d'être là du vendredi au lundi avec les petits, avec Marie. On va faire du camping. On a la plage, on va faire du bateau, peu importe. C'est nos étés. Ouais. Puis pendant l'année, ben, c'est sûr que du vendredi au dimanche, c'est consacré à la famille. Fait que tu sais, il y a bien de mes chums qui vont dire genre t'es jamais disponible ou t'es pas. Mais moi, c'est un choix de vie. Tes priorités changent aussi avec l'âge. Quand t'as des. J'ai pas d'enfants, mais c'est sûr que ton 24 heures dans ta journée, il est divisé différemment quand t'as trois enfants, un quatrième en chemin. Exactement. Les chums, fait que oui, on va prendre du temps pour se voir, oui, mais ça va être peut-être 1 ou 2 fois par année. Puis ceux qui veulent continuer à ce que je sois dans leur vie ou peu importe, ben ils vont accepter ça parce que je veux dire, comme tu dis, les priorités changent. Mais eux aussi, ils ont des enfants, ils ont une famille, ou c'est pas la même chose que quand tu es plus jeune. Là, fait que, mais non, c'est un travail d'équipe. Si elle n'était pas là, je sais pas, j'aurais probablement pas de dojo. Elle m'a beaucoup aidé là-dedans. Là. Puis les parents aussi. Mes beaux-parents, c'est des beaux-parents exceptionnels. Mes parents, avec l'aide qu'ils m'ont apporté autant dans l'entreprise que parfois avec la maison aussi, les enfants. T'sais. Fait qu'il y a comme un gros aspect familial qu'on ne voit pas au dojo parce que c'est moi qu'on voit, puis c'est moi qui donne les cours, parce que c'est mon expertise, si on veut. Mais à l'extérieur de ça, ça prend du monde pour aider à soutenir la maison, là, si on veut. Ah non, c'est ça, définitivement. Puis je pense que cette famille, là, parce que je veux dire, vous avez des belles valeurs familiales. Je regarde Ben, tu sais, puis Ben et Matt sont super pour ça. Tu sais, quand ils sont ici à 100%, mais tu sais, je sais que la famille, pour eux, c'est super important, puis ça va passer avant la business, tu sais, puis j'ai beaucoup de respect pour ça, la façon comme qu'ils sont comme père puis comme chum pour leur blonde. Ouais, je lance des fleurs, les boys de Ben et Matt, mais pour toi, je veux dire, c'est dans la même famille, ça doit être des valeurs que vos parents vous ont enseignées. Puis, oui, ben tu sais, dans le fond, on vient du même moule. Ouais. On a été élevés de la même façon, même si moi et lui, on a vraiment des grosses différences au niveau de nos personnalités. Puis, plus verbomoteur que Ben. Légèrement. Il est plus introverti. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, on a nos forces aussi. Puis mes parents, ça va peut-être sonner cliché, mais comme ils ont toujours été derrière nous, tout le temps. Puis malgré le fait que, tu sais, à un moment donné, quand t'es ado, jeune adulte, t'es plus selfish, tu penses à toi, tu penses pas aux répercussions, tu sais, au niveau familial ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, mes parents ont quand même eu légèrement, pas du temps dur, j'étais pas un adolescent difficile, mais comme, justement, eux autres avaient des valeurs au niveau de l'école, au niveau de certaines choses que je cadrais pas tant, tu sais. Mais avec le temps, les valeurs, pas qu'ils reviennent parce qu'ils ne sont pas disparus, mais avec le temps, ça arrange les choses. Tu comprends plein de choses. Puis, aujourd'hui, on a une super belle relation, tout le monde ensemble. Puis, Ben, c'est un exemple à suivre parce que, moi, j'ai eu un parcours atypique, mais lui, il a un parcours atypique à l'envers. Fait que, dans le fond, lui, il a fait sa technique policière, il est sorti, il est allé au cégep, il est allé à Nicolette, bang, il est arrivé dans la police. Ouais. Puis il a fait ses années. Puis à un moment donné, il s'est questionné, comme tout le monde peut se questionner, puis il a dit genre, hey, je pense que je veux faire autre chose. Ouais. Tandis que moi, je l'ai fait un peu à l'envers. Moi, je me suis questionné pendant un bon bout de temps jusqu'à l'âge de 27 ans. Puis après ça, ben, j'ai décidé, OK, ben là, je pense que je suis mûr, puis je sais qu'est-ce que je veux faire, puis où je m'enligne. Fait que tu sais, le message, c'est que il n'y a pas un chemin parfait. Il n'y a pas de chemin parfait. Il n'y a pas un chemin dessiné. Puis ça ne veut pas dire que c'est le chemin que tes parents veulent pour toi. Ouais. Ça ne veut pas dire que c'est le chemin que ta blonde ou ton chum a décidé de prendre, puis toi, tu prends un autre chemin, ou peu importe, ou tes amis. Le but, c'est de suivre ton chemin, puis d'essayer de t'éclairer du mieux que tu peux, mais d'être travaillant, par exemple, puis de toujours persévérer, puis de ne pas être paresseux, puis de dire je m'assois sur mes lauriers. Puis, mais en bout de ligne, les choses vont
vont arriver, vont s'accumuler, puis tu vas être capable de former quelque chose de ça. Les choses vont se placer, puis c'est rare, tu parlais de valeur, puis tu as eu un bout, où est-ce que tu t'étais peut-être plus perdu, puis on dirait que les valeurs, tout fait du sens. Ouais. Moi, je le vis beaucoup, puis j'en ai parlé dans un autre podcast, je me souviens pas quel épisode, mais tu sais, quand j'étais jeune, j'avais, mettons, des valeurs, des passions, une énergie que j'ai comme perdue dans mes années de consommation, tu sais. Puis là, depuis une couple d'années dans ma sobriété, on dirait que je retrouve ces valeurs-là, ces façons de penser-là, évoluer avec mon cerveau d'adulte, évidemment. J'ai plus 15 ans, mais puis tu sais, certains traits de ma personnalité qui reviennent, tu sais. Je suis comme, OK, tu sais, j'étais peut-être juste perdu pendant cette période-là, puis c'est ça, les valeurs que mes parents m'ont enseignées, ils étaient là, tu sais, même si... Mais tu sais, faut pas s'auto-flageller non plus pour ces périodes-là. Tu sais, comme dans le sens que... comment je peux dire ça? Tu sais, je connais un peu ton parcours, tu sais, comme... parce que Ben m'en a parlé un petit peu, puis genre... tu sais, puis je trouve ça super inspirant. Mais comme... Faut pas non plus... Je dis pas c'est ça que tu fais, mais je veux dire en général, là, c'est le message que je passe, là, mais faut pas s'auto-flageller pour des erreurs que tu as faites. Ou pour peut-être un bout de temps, parce que ça peut réarriver. Tu sais, on n'est jamais à l'abri au niveau santé mentale, au niveau de... Fait que pour l'instant, tu sais, ce bout de temps-là où ça a peut-être moins bien été, ou un bout de temps où est-ce que tu te cherchais un peu plus, quoi que ce soit, puis je l'ai vécu, ben l'important, c'est que tu t'en es sorti. L'important, c'est qu'il y a eu des décisions que tu as prises qui t'ont amené maintenant là où tu es aujourd'hui. Tu sais, puis c'est comme ça que moi, je le prends. C'est sûr que... comment je peux dire ça? Tu sais, moi, j'ai jamais sorti du système scolaire. J'ai tout le temps été à l'école. Flotté quelque part. Là, mais j'étais là. J'étais inscrit, en tout cas. Puis, tu sais, au niveau consommation ou whatever, tu sais, oui, c'était par période ou quoi que ce soit, mais comme... Puis au niveau des amis, des choses comme ça, mais en bout de ligne, ça reste que, comme j'ai dit tantôt, les choses finissent par se placer. Mais quand tu décides aussi de te botter le cul puis de dire genre OK, c'est assez, là, tu sais, là, c'est comme tu prends une décision puis boum, t'avances, là, tu sais, fait que puis tu sticks à ta décision puis t'es constant. T'as dit des mots que j'aime pas mal dans le podcast. Ça parle de résilience, ça parle de constance, ça parle de discipline. C'est toutes des choses qui sont super importantes que tu veux le performer dans le sport, performer en affaires. Vraiment sharp, man. C'est une belle discussion, belle rencontre. Merci, c'était super le fait. Ouais. Première expérience de podcast. Ouais. J'haïs pas ça. Non, écoute, puis je prends des notes. Ben là, tu me disais que, là, je te mets peut-être sur le spot, mais tu me disais que tu voulais peut-être aussi partir un podcast. Là, on va en parler en cam, comme ça, tu pourras plus dire, ah ouais, là, le monde va dire, puis ton podcast, là, qu'est-ce qui se passe avec? Ben, en fait, oui, mais l'idée à la base du podcast, ou en tout cas ceux que je consomme, ou comme c'est d'être capable d'utiliser un différent média pour toucher des gens ou pour les rejoindre. Je pense que parce que tu peux faire un podcast comme moi, mettons, c'est le sport. Je peux faire un podcast sur le sport, je peux faire comme tu parlais d'immobilier tantôt, tu dis je pourrais en faire un sur l'immobilier, mais comme dans le fond, le podcast, c'est pour vraiment aller toucher des gens ou cibler des gens à qui tu veux parler directement. Tu sais. Puis, je pense que c'est ça que j'ai envie de faire. Tu sais, comme je le fais avec mes élèves, je le fais avec mes athlètes, je le fais dans la vie avec certaines personnes. Mais ça, c'est un outil de plus que j'ai envie d'utiliser. Fait que tu sais, c'est pas de quoi que je veux comme que pour le karaté ou pour le dojo en tant que tel. Je pense que j'ai envie peut-être de... Tu sais, je vais toujours être associé à la Rouge Karaté. Puis je vais être associé aussi comme enseignant, des choses comme ça. Tu sais, je suis qui je suis. Mais je veux pas que le podcast devienne le podcast La Rouge Karaté, ou je veux pas que le podcast devienne le podcast du prof, tu sais. Parce qu'il y en a qui le font. Je veux que ce soit le podcast de Rock Guindon. Ou bien, si je m'associe avec quelqu'un, tu sais, là, je suis en pour parler avec... Mais je mets personne sur le spot, parce que je veux pas nommer personne. Mais je suis en pour parler avec quelqu'un, tu sais, pour faire aussi un podcast en duo. Ça, c'est quoi que j'aimerais pas, parce que, tu sais, quand tu es en duo, ben il y a peut-être d'autres idées de questions, ou peut-être, tu sais, le podcast, c'est une discussion qui peut mener un peu aussi ailleurs. Fait que, puis la dynamique de travailler à deux, c'est quelque chose qui me plaît peut-être. Fait que, tu sais, je suis comme en train de cogiter à ça, là. Mais je regarde ton setup, c'est beau en tabarouette.
Moi, ça a cogité, bon choix de mots en passant, cogité, solide. Ça Ouais. a cogité une couple d'années dans ma tête parce que, tu sais, comme toi, j'en écoutais aussi beaucoup. Ouais. Mais je sais pas si tu as ça, le sentiment un peu d'imposteur de comment, tu sais, je suis qui va m'écouter, qu'est-ce que j'ai à dire, tu sais, je connais rien là-dedans. Mais tu vois, ça, c'est quelque chose que non. T'as pas ça. Ben, comment je pourrais dire ça? Ceux qui veulent m'écouter ou ceux qui ils le feront, puis tu sais, t'es toujours pas à l'abri d'être jugé ou de. Comment je pourrais dire ça? De te faire. Le regard des autres. Le regard des autres, tu sais. Mais en bout de ligne, si tu le fais pour les bonnes raisons, puis si tu le fais surtout de façon très honnête, puis tu sais, humble, tu sais, on peut avoir le sentiment d'imposteur justement parce qu'on pourrait se dire des fois, hey, moi, j'ai jamais fait de radio, ou j'ai jamais animé une émission, quelque sorte, ou comme. Tu sais, un peu comme un comédien qui dirait genre, ben moi, j'étais juste humoriste, mais là, whoop, je vole la job d'un comédien. Ouais, ça se peut que tu aies développé les compétences qui sont requises pour être comédien aussi, tu sais. Fait que je pense que, tu sais, à la base, je suis un prof. Je communique bien. Puis j'ai quelque chose à dire. Fait que s'il y a des gens qui ça leur parle, là, je veux pas dire de sujet ou quoi que ce soit, tu sais, j'ai aucune idée. Mais s'il y a des gens à qui ça rejoint, puis faire des collaborations, c'est quelque chose qui est intéressant parce que peu importe si tu as juste une personne qui écoute le podcast, la personne qui est en avant de toi, c'est une rencontre que tu viens de faire. Ça, exactement. Fait que tu sais, comme ça, c'est gagné en soi. Là, fait que c'est drôle d'imposteur. Moi, personnellement, si je m'en allais dentiste, OK, peut-être. Parce que ça requiert un haut niveau de compétences. Puis je suis pas sûr que tu voudrais que je t'arrache une dent. Mais de parler, tu sais. C'est passé, ouais. Fait que là, on parle d'expérience de vie. Puis si exemple, il faut que je me prépare pour un sujet quelconque, je vais faire des recherches. Il y a quelque chose tu sais, je vais avoir de la substance ou quelque chose que je vais amener sur le podcast. Mais tu sais, j'irai pas m'aventurer. Tu me parlais du système de Pythagore tantôt, des théorème de Pythagore. Je me souviens que c'était en secondaire 3. Peut-être qu'il y en a qui pourraient dire que c'est plus tôt, là, je me souviens. Moi, j'avais appris ça en secondaire 3. Mais tantôt, tu as vu, je me suis pas aventuré. Là. J'ai aucune idée. Je sais que c'est un triangle. Puis tu as l'hypoténuse. Puis tu as comme. A à la 2 plus B à la 2 égale C à la 2. Ou c'est-tu fois à la 2? En tout cas. Madame Bélanger serait déçue de moi. Mais tout ça pour dire que, tu sais, j'ai pas le sentiment d'imposteur si je reste dans ce que je sais. Que tu le fais de façon authentique, ça. humblement. Ouais. Ah non, ben je t'encourage à lancer ton projet. Puis anytime tu veux venir ici, checker le setup, si tu as des questions, ça me faire plaisir de t'aider. J'espère que tu vas m'inviter à ton podcast. C'est sûr. C'est sûr. Hey Rock, merci beaucoup pour ton temps. Thank you. Super belle rencontre. Puis j'espère que tout le monde vous avait apprécié. Fait que bonne semaine. À bientôt. Bonne semaine.